Une personne arrêtée, une enquête ouverte, 1 kg de cocaïne saisie, une opération réussie par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants à Ziguinchor. Contrat d'affermage pour la gestion de l'eau au Sénégal, recours devant la Cour suprême. La Sénégalaise des eaux apporte des précisions. Le contenu du communiqué de presse de la SDE dans ce journal. La banque d'un monde qui change. Les travailleurs rappellent à la BICIS son slogan. Ce matin, ils ont exigé la revalorisation de leur salaire et la prise en charge correcte de leur santé. 3 équipes pour le podium en championnat de Ligue 1 de football. Mbour décline ses ambitions. Djambar, Stade de Mbour et Mbour Petite Côte déjà prêts pour relever le défi. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Le débrief avec Mamadou Mbouch Diouf, coordonnateur du PAMOD, le projet d'appui à la modernisation des Dara. Entretien sur ce programme de l'État en faveur de l'enseignement coranique. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le trafic de drogue est une réalité à Ziguinchor. Hier, mercredi, 1 kg de cocaïne a été saisi suite à un contrôle mené par les éléments de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Un individu a été interpellé et une enquête est ouverte pour tirer au clair cette affaire. RFM, partout. Je vous le disais en titre, respect du contrat d'affermage pour la gestion de l'eau dans notre pays. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la SDE dit continuer à respecter pleinement ses obligations contractuelles. Tout est fait en parfaite collaboration avec l'État. La Sénégalaise des eaux regrette la grève qu'elle observe depuis lundi dernier. Elle se dit toutefois engagée à maintenir sa ligne de conduite et ne souhaite pas qu'elle soit perçue et présentée autrement par son partenaire public qui n'est autre que la population sénégalaise. Fama John nous donne les détails du communiqué. La Sénégalaise des eaux maintient sa ligne de conduite, dit regretter la situation actuelle et reconnaît qu'elle affecte les populations. Et selon elle, il est temps de lever la confusion que l'on tente d'installer au sein de l'opinion. Elle précise qu'il y aurait une différence fondamentale dans la composition de l'actionnariat national si la SDE était retenue. Si tel avait été le cas, le privé national aurait 74% au moins des parts et serait de loin et plus avantageux pour notre économie. Dans le communiqué, la SDE a rappelé qu'elle est en attente de la décision de la Cour suprême sur le recours en annulation déposé depuis le 5 juillet 2019, alors que le contrat d'affermage prend fin le 31 décembre 2019. Fama John, merci. Mouvement d'humeur des travailleurs de la BICIS, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. Face à la presse ce matin, ils ont demandé à la direction générale de changer de politique, entre autres préoccupations, l'amélioration conséquente du traitement salarial et de la prise en charge médicale. Le compte-rendu d'Oumou Kalsoumli. Ils ont le sentiment que leurs préoccupations ne font pas l'objet d'une sérieuse prise en compte, suffisant pour déserter les bureaux et arborer des brassards rouges. Ces travailleurs de la BICIS veulent de meilleures conditions de vie et de travail. Yankoube Djemé est le délégué du personnel. Un 48 heures de port de brassard rouge qui a été suivi dans tout le réseau avec un taux de plus de 98% comme vous a communiqué les statistiques. Nous tenons aujourd'hui ce point presse qui consiste la deuxième étape du plan d'action. Une occasion pour ces travailleurs de la BICIS de révéler au grand jour leurs principales difficultés. Yankoba Djemé. Nos difficultés se résument en 3 points, posés sans suite heureuse sur la table de la direction générale. La prise en charge médicale du personnel, la gouvernance et la gestion des carrières, la revalorisation des salaires. Autre chose à déplorer, la disparité dans le traitement salarial. Savez-vous qu'à la BICIS, membre du groupe BNP Paribas, des cadres sont payés à moins de 1 000 € par mois? Savez-vous qu'à la BICIS, beaucoup de chefs d'agence du réseau ne sont pas cadres? Avez-vous une idée de la disparité salariale qu'il y a entre le collaborateur expatrié et le collaborateur local? Ces travailleurs de la BICIS n'excluent pas de s'asseoir à la table de négociation, mais précisent que cela se fera sur la base d'un respect mutuel.
La direction générale de la B6 saisie ne souhaite pas se prononcer sur la question pour le moment. Nyon Bagnon Lank, c'est la nouvelle plateforme citoyenne qui se bat contre la hausse du prix de l'électricité. Parmi les membres des organisations telles que Y'en a marre et Frappe France Dégage, ces initiateurs fustigent cette mesure du gouvernement et l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. D'ailleurs, un rassemblement est prévu le 13 décembre prochain. Là-dessus, le coordonnateur du mouvement Y'en a marre, Ali Oussane, au micro de Babacar Fall et El Hadji Ndiogoudjen dans RFM Matin. Nous comptons tenir une grande mobilisation le vendredi 13 prochain à la place de la Nation pour dire non. Et pour dire non, pour exiger à ce que cette hausse du prix de l'électricité qui est déjà rentrée en vigueur, que le gouvernement puisse revenir sur ça parce que c'est un coup de trop, c'est vraiment une goutte de trop. Le Sénégalais, il pourra pas supporter cela. Déjà, c'est très compliqué avec le loyer, c'est déjà très compliqué avec l'électricité. On voit, les gens, ils peinent à payer les factures. Si aujourd'hui, ce goutte de trop doit peser encore sur le Sénégalais, je pense que ce serait compliqué. Beaucoup de Sénégalais s'indignent aujourd'hui du fait que ces citoyens, le seul message qu'ils avaient, c'était « Nyon lank ». Nyon lank, nyon bagne, parce que le peuple ne veut pas de cette augmentation du prix de l'électricité. Cette arrestation de Guy et nos camarades, elle est injuste, elle est injustifiée. Si votre rassemblement du 13 est interdit, allez-vous braver cette mesure d'interdiction ? Non, mais ça ne peut pas être interdit. Nous l'estimons du moment où la Constitution du Sénégal nous permet de déposer une lettre d'information auprès de l'autorité compétente, ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à l'autorité d'encadrer en fait cette manifestation pacifique et nous espérons que ce sera le cas. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire. On avisera le moment venu. On avisera le moment venu. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Simbandi Balante. Mamadou Amar Ndiol. Présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis réclament le paiement de leur bourse d'études dans les plus brefs délais. Ils exigent également l'achèvement des travaux de construction de logements et d'un restaurant universitaire. Ils ont tenu hier soir une rencontre pour le dénoncer. C'était une assemblée générale. Écoutons l'un des étudiants. Il s'agit du coordonnateur de l'UGB. Il s'appelle le coordonnateur des séances Aboubakri Sall au micro de Fatou Matali. Le 29 septembre 2019, nous avions eu à décréter un mot d'ordre de grève illimitée pour revenir essentiellement sur ces points. Aujourd'hui, l'essentiel des points de la plateforme revendicative de la CSL a été satisfait. Donc aujourd'hui, nous devions venir en tout cas pour informer nos camarades étudiants de ces acquis, mais également de faire le suivi de la plateforme revendicative. Et aussi revenir sur le contexte de cette grève illimitée que nous avions eu à déclencher. Maintenant, par rapport aux mesures qui ont été prises, c'est juste en tout cas faire de sorte à ce que le paiement des bourses ait lieu le plus tôt possible, parce que à cet instant, les étudiants souffrent. Nous sommes dans les périodes des vaches maigres à l'université. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité-là, en tout cas, que l'État s'évertue à payer les bourses. Et que, comme on a l'habitude de le dire, la coordination des étudiants de Saint-Louis a toujours privilégié le dialogue et la négociation. Et que nous sommes en train de dialoguer et de négocier pour qu'en tout cas ces bourses-là soient payées le plus tôt possible et que ces logements également soient livrés le plus tôt possible et que ce restaurant numéro 1 également ouvre le plus tôt possible. Maintenant, nous, ce que nous demandons à la direction des bourses, c'est de faire comme ils faisaient d'habitude pour payer les étudiants. Au moins ces étudiants-là qui sont en position d'avoir la bourse. Et s'il y a lieu de ne pas payer, ceux qui ne sont pas en position de l'avoir aussi, qu'ils le fassent. Mais néanmoins, tous les étudiants ne peuvent pas être sanctionnés au même niveau. Mais également, à l'impossible, nul ne tenu. Et comme vous savez, la CSL, elle est imprévisible. 152 personnes sont mortes du paludisme pour la seule année 2018 à Tambacounda. Sur les 178 000 cas enregistrés, le tableau est donc sombre dans cette région. Mais la solution pourrait être trouvée dans le lancement de la campagne à zéro palu, je m'engage. Moussa Oumar Gueye. 152 personnes ont perdu la vie en 2018 à Tambacounda à cause du paludisme. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tamba, confirme. Nous avions pas moins de 158 000 cas de palu enregistrés au niveau de la région et 152 décès liés au palu qui ont été enregistrés en 2018. Une telle situation mérite qu'on y prête une attention et qu'on lui apporte une réponse.
Expérimenté dans la banlieue dakaroise en 2014, le programme Zéro Palu Je m'engage vient d'étendre ses tentacules à Tambacounda. Aminata Sarr est la directrice de PASS au Sénégal. Et notre arrivée aujourd'hui à Tamba n'est qu'un premier jalon d'une intervention beaucoup plus large qui va au-delà de la sensibilisation communautaire pour réduire de façon visible, drastique, l'incidence de paludisme dans la région de Tambacounda. Dr Doudou Sène, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, sollicite l'implication de tous dans cette partie du sud-est, Tambacounda, Kolda et Kédougou, fortement touchés par le paludisme. Nous venons de sortir d'une grande campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Nous avons déroulé la chimioprévention saisonnière il n'y a pas longtemps. Les femmes, les jeunes, parce qu'à nous seuls, on ne peut pas éliminer le paludisme. Les pouvoirs publics ont déploré l'utilisation des mildas moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à d'autres fins, telles le maraîchage en lieu et place des couchages. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Merci Moussa Omar Gueye, 18h11. Bonsoir Abdou Diop Junior. Bonsoir Mamadou Amar Dione. Abdou, debout pour nous parler d'abord du Ballon d'Or France Football. Idrissa Gana Gueye ne comprend pas l'absence de Sadio Mané au podium. Comme beaucoup de ses compatriotes, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain se dit surpris. Idrissa Gana Gueye estime que Sadio Mané méritait tout au moins d'être sur le podium. Il a tenu ses propos après la victoire des Parisiens sur Nantes. C'était hier. Victoire 2-0. Nous l'écoutons, Idrissa Gana Gueye. Et je l'ai dit, je crois qu'il méritait largement d'être au moins sur le podium parce que vu ce qu'il a fait, pour moi, il méritait carrément le Ballon d'Or. Au pire sur le podium, mais malheureusement on voit qu'il se retrouve au 4e place et c'est un peu dommage et je suis triste pour lui parce que c'est une fierté pour tout le Sénégal et ce qu'il a fait la saison dernière et il méritait amplement sa place. Oui, il a mérité. Idrissa Gana Gueye qui marque ainsi son soutien, sa solidarité à Sadio Mané, la star de Liverpool qui a justement été très en vue hier. Il est vite passé à autre chose. Il a été le principal artisan de la large victoire des Reds sur les Toffees, 5-2. L'attaquant sénégalais a marqué un but et distillé 2 passes décisives. Une façon de dire à qui veut l'entendre qu'il n'a pas l'or, mais il a le mérite. Il était dans les bras de son coach à la fin du match football Ligue 1 sénégalais. Cette fois-ci, Mbour veut placer très haut ces 3 clubs. Les équipes de la Petite Côte se sont bien préparées. Le stade de Mbour et Mbour Petite Côte ont changé d'entraîneur. Djambar de Sali, vainqueur du Challenge des champions, veut s'appuyer sur la formation, son centre de formation pour aller très loin. Le reportage à Mbour de Abdourahmane Diallo. À moins de 5 jours du démarrage du championnat de football de la Ligue 1 sénégalaise, le stade de Mbour se dit prêt pour cette saison. D'ailleurs, il a un nouveau coach, Cheikh Gueye, remplace Youssouf Dabo. Ça fait 6 semaines qu'on travaille avec 80% de ce groupe et il y a de cela 2 ou 3 semaines qu'on travaille avec 100% des joueurs que je viens de vous signaler. Dans ce football du 21e siècle, il n'y a rien qui sera facile. On le fera à base du travail comme je l'ai fait dans les équipes antérieures que j'ai entraînées. Durant toute la semaine, on va essayer de travailler pour gagner. Nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour avoir une équipe compétitive chaque dimanche pour gagner nos matchs ou bien au moins pour avoir un résultat positif. Un autre club mbourois, Mbour Petite Côte. Ce club présidé par Mbaye Diouf Dia a aussi un nouveau manager sur son banc. Victorino Mauri fixe les objectifs. L'Italien a déjà entamé le recrutement des joueurs. C'est une première expérience en Afrique. Je viens d'un club chinois. Certes, on a un petit retard dans les entraînements. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a entamé des séances intenses le matin et l'après-midi. Mon objectif, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir une formation, mais aussi d'être des professionnels pour pouvoir avoir de grands clubs. Cette année, le département de Mbour a 3 clubs en Ligue 1. L'Institut Djambar fait partie des clubs qui ont réussi la montée l'année dernière. Son premier objectif reste le maintien. Abdourahmane Diallo, notre correspondant permanent à Mbour, qui sera avec nous tout au long de cette saison au stade Caroline Faye notamment, mais surtout au stade de Djambar, très attendu, stade Fodé Wade de Sali.
Merci Abdou Diouf Junior. Direction technique nationale, le football et le basketball changent de DTN. Selon nos confrères du journal Record, la décision de mettre fin aux fonctions de Mayacine Mar et de Maguette Diop a été déjà prise par le ministre des Sports. Décision pas encore rendue publique. Mayacine Mar, directeur technique national du football, et son homologue du basketball, Maguette Diop, vont être remplacés, explique le quotidien sportif du groupe Futur Média, qui donne déjà le nom du futur directeur technique national du basketball. Ce sera le technicien Moustapha Gaye, annonce Record. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quartier Vert. La 5e édition de la conférence sur le financement vert s'est tenue à Dakar cette semaine. Cette rencontre est une réponse du Fonds africain de garantie et du Fonds nordique de développement aux défis du changement climatique. Des leaders de la finance durable et de l'écologie assistent à cette conférence internationale dont l'objectif est de fournir aux pays africains une expertise accrue dans la recherche de financement pour le développement sobre en carbone avec la contribution des PME. Suivons le compte-rendu de Oumou Kalsoumli. La limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la capacité d'adaptation aux effets des changements climatiques dus aux émissions va engendrer des pertes estimées à environ 12 500 milliards à l'horizon 2035. Pour y faire face, les secteurs des petites et moyennes entreprises doivent s'impliquer davantage dans la technologie verte pour rendre les activités pérennes. Félix Bigpo est le directeur général de African Guarantee Fund. Dire aux entreprises aujourd'hui qui sont, elles, moteurs de la croissance, notamment les PME, que si elles n'intègrent pas les paramètres de changement climatique dans leur modèle d'investissement, dans leur business model, elles ne seront plus là demain. Et si elles ne sont plus là demain, nous, Africains en particulier, on n'aura plus de source de croissance. On n'aura plus d'éléments qui nous permettront demain de pouvoir léguer à nos enfants, à nos jeunes générations, une terre, un environnement, une économie qui leur permet de vivre. Selon le directeur général de African Guarantee Fund, les ressources publiques à elles seules ne sont pas suffisantes face à la diversité et les défis auxquels sont confrontés les États. Pour cela, il est nécessaire d'envisager d'autres sources de financement. Il faut les amener à cela, à ce changement de paradigme et ne pas avoir une mauvaise perception du risque. Pour dire, le risque vert, c'est pour les États. Nous, notre risque, il est ailleurs. Non, le risque vert, c'est notre risque à nous tous. Et les ressources d'État permettent de créer un environnement pour attirer les ressources privées, pour compléter les ressources publiques, pour gérer ce type de financement. Cette 5e conférence sur le financement de la croissance verte en Afrique est une occasion pour les acteurs d'échanger des expériences. Les résultats vont servir à améliorer l'accès des PME au financement en général et en particulier les PME vers la technologie verte. La COP25, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, s'est ouverte ce lundi à Madrid en Espagne lors de la cérémonie officielle. Des chefs d'État et de gouvernement ont eu à montrer leur engagement politique d'aller dans le sens de la science, à relever les ambitions des pays et montrer les efforts en matière de réduction d'émissions. Pendant 2 semaines, des pays vont négocier les règles d'application des engagements pris en 2015 à Paris pour ralentir le réchauffement. Sensibilisée sur les aires de patrimoine autochtone communautaire, l'association Kabika porte le combat. À cet effet, un atelier s'est tenu pour l'importance des APAC dans la conservation de la biodiversité et des valeurs culturelles des communautés à la base. André Florent Bassin, secrétaire adjoint de l'association Kabika, que nous écoutons. L'objectif de cet atelier national de sensibilisation est justement de sensibiliser les décideurs politiques sur l'importance des APAC en vue de leur prise en compte et de leur intégration dans la nomenclature des aires protégées au Sénégal. Nous constatons au Sénégal qu'il y a plusieurs types d'aires protégées. Malheureusement, l'absence de synergie d'action entre les APAC et les autres types d'aires protégées constitue une faiblesse dans l'efficacité de la surveillance des ressources. En cas de conflit sur l'exploitation des ressources naturelles entre les comités de surveillance des APAC, qui sont auxiliaires des agents assermentés de l'État au niveau local, et des contrevenants, les autorités judiciaires n'ont aucune base juridique pour trancher les deux conflits. Alors c'est pourquoi nous voulons, à travers cet atelier, sensibiliser les décideurs politiques
sur l'importance des APAC en vue de l'intégration de la nomenclature des aires protégées nationales. Marathon budgétaire, le budget 2020 du ministère de l'Environnement et du Développement durable a connu une baisse de 392 226 000 francs CFA. Elle s'élève à 25 375 562 000 francs CFA. Ces ressources sont réparties entre 4 programmes. Il s'agit de la lutte contre la déforestation et la dégradation du sol, la conservation de la biodiversité et la gestion des aires marines protégées, mais également la lutte contre les pollutions et les nuisances néfastes des changements climatiques. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, il est au micro de Momodou Oumarba. Cette loi 09-2015 a connu des débuts d'application, mais seulement il y a quand même des limites quant au périmètre d'application de cette loi qui n'interdit pas l'essentiel des sachets plastiques qui polluent le plus. C'est la raison pour laquelle Son Excellence le Président de la République nous a demandé de proposer un projet de loi modifiant la loi actuelle, abrogeant bien sûr cette loi actuelle, et il y a de cela 3 semaines, ce projet a été adopté en Conseil des ministres et passera très prochainement bien sûr au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse l'adopter. Quartier vert, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Amadou Sabarba. 18h22, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mamadou Mbodjouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur du PAMOD, le projet d'appui à la modernisation des Daara. Comment ce programme va-t-il être déroulé? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour cette invite et je salue les auditeurs de la RFM. Bon, on peut dire que c'est un projet donc, qui a pour objectif la diversification de l'offre éducative par les Daara, donc qui consiste dans la réalisation de 3 volets de manière globale. D'abord, un volet accès qui consiste dans la construction de 64 Daara modernes, 32 Daara publics et 32 Daara non publics. Je précise que les Daara non publics, c'est des Daara traditionnels, donc qui seront modernisés. Le volet qualité concerne l'élaboration d'un curriculum harmonisé des Daara, sur lequel va s'adosser les programmes qui seront enseignés dans ces Daara modernes. Il y a aussi dans ce même volet la formation des enseignants, l'élaboration de manuels donc, qui devra en tout cas aller avec les programmes, le 10 programmes des Daara modernes. Le 3e volet consiste dans la gouvernance donc, du système de modernisation de manière générale. Et cela en quoi faisant, juste donc en mettant en œuvre un instrument financier qui permettra donc d'assurer la pérennisation, du financement du processus et ainsi s'assurer que le processus, une fois le projet terminé, ne va pas s'arrêter faute de moyens. Et pour ce faire, on va mettre en place un WAF donc, qui se traduira par la construction d'un immeuble haut standing de 17 étages en centre-ville à usage locatif. Et les ressources qui seront générées par cet immeuble-là seront réinjectées dans les Daara, donc pour, comme je l'ai dit tantôt, s'assurer que le processus ne s'arrêtera pas faute de moyens. Et le deadline concernant la chronologie du temps, comment tout ça va se faire? Bon, on y est déjà. Il faut juste dire que c'est un projet qui devrait être déroulé en 4 années. Oui. On a dépassé la date initiale de clôture du fait du retard accusé par les constructions. Vous savez un peu les difficultés qu'on a toujours avec les entreprises de travaux de construction. Ce qui fait qu'actuellement, on est dans une phase de prolongation, donc on a dû demander. Et à la date d'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des constructions, on a déjà finalisé, ou en tout cas on a déjà réceptionné ou pré-réceptionné les 36 Daara sur les 64. Pour ce qui est du volet qualité, l'essentiel des activités ont été déroulées à plus de presque 80-90%. C'est la formation des enseignants. 300 enseignants, des maîtres coraniques, des maîtres de France, des maîtres d'arabe, pour les Daara non publics, donc traditionnels qui sont dans le processus, ont été formés au niveau des CRFPE, les anciens défis, et retournés déjà dans leur Daara. 32 directeurs de Daara non publics ont été formés, donc à la gestion administrative, scolaire et tout. Ils ont été retournés dans leur Daara.
32 Dara publics, 32 directeurs de Dara publics aussi ont été recrutés et on attend l'ouverture de ces Dara-là qui est prévue certainement au premier trimestre de 2020 pour donc pouvoir les ventiler parce que ce seront des fonctionnaires donc qui seront affectés. Très bien. Premier trimestre 2020, les Dara vont commencer à être fonctionnels, c'est ça? Inch'Allah, c'est ça que nous avons prévu. Ou tout au moins la première cohorte des 36 Dara que nous avons déjà pré-réceptionnés. Et les délais seront respectés? Je pense que ce sera le cas parce que déjà on a eu à faire suffisamment de prolongation comme ça. Oui. Je pense bien que pour au moins cela, que ces Dara que nous avons déjà réceptionnés, ça c'est du concret, donc ils sont à portée de main. Tout ce qui reste, c'est qu'on termine de livrer les équipements et là aussi les procédures de passation de marché, malheureusement, qui sont encore toujours très 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 longues. On a pu, donc ces procédures sont terminées et on a déjà reçu les premiers échantillons de ces équipements et on espère que d'ici, je dirais même en janvier, on pourra déjà équiper et ouvrir ces Dara-là. Très bien. Merci beaucoup Mamadou Modjouf.